Nous allons continuer sur la douleur neuropathique et au fur et à mesure, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées au professeur Hamzian par rapport à la douleur neuropathique et à la douleur psychologique. Donc, en fait, comme j'ai dit dans mon introduction, la nouvelle classification de l'OMS, elle avait écarté la douleur psychologique qui en faisait partie avant. Cette douleur morale, elle a été écartée, donc on a mis en place la douleur nociplastique. Donc, on a, comme j'ai montré tout à l'heure, douleur neuropathique, douleur nociceptive et douleur nociplastique. La nociplastique, c'est une entité un peu particulière. On n'en a pas mis dans notre programme. On aurait dû vous donner une idée. Peut-être qu'on va l'intégrer prochainement. Mais c'est juste pour vous dire que la douleur c'est la douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du système nerveux en totalité. Ça peut toucher le système nerveux central ou périphérique. Cette douleur, elle peut être aiguë ou chronique. Quand elle est aiguë, c'est un véritable coup de tonnerre. Il faut savoir la maîtriser, comme a montré professeur Hamzien. Mais quand elle devient chronique, elle devient en elle-même une entité maladie. Elle dépasse le stade de symptômes. Elle résulte d'une lésion ou d'une maladie du système nerveux, comme j'ai dit. Chez le diabétique, elle représente une complication des plus courantes. Et si le diabétique, on va d'ailleurs en parler, c'est un peu controversé parce qu'au départ, on a l'augmentation du seuil de la diminution du seuil de la douleur. On va avoir cette neuropathie diabétique et avec le temps, il va y avoir au contraire une inversion. Le diabétique peut ne pas sentir une douleur. C'est pour ça que parfois, il arrive aux urgences pour une appendicite, il peut arriver dans le stade carrément d'une péritonite parce que le seuil douloureux, il va augmenter. Sa connaissance donc repose sur l'analyse clinique. Comme on a dit, une des questions qui nous a été posée, la différence entre douleur nociceptive ou viscérale ou douleur neuropathique. La douleur nociceptive, elle peut atteindre, c'est la nociception, c'est les voix déjà. La voix de la douleur, elle n'est pas la même. La voix nociceptive, c'est la nociception, comme j'ai montré tout à l'heure dans les slides. Donc, il y a une atteinte soit somatique, soit des viscères. Ça peut être musculo-squelettique, les tendons, les ligaments, le toucher, l'entorse, tout ça. Et viscéral, muscle lisse, c'est l'estomac, c'est le côlon, c'est l'appendicite, etc. La douleur neuropathique, c'est une autre entité. Il y a une atteinte donc, la douleur, elle est initiée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux directement, soit le nerf, soit la racine, soit le tronc nerveux, soit carrément le système nerveux central, donc cerveau, tronc cérébral, moelle épinière, etc. En général, il y a peu ou pas de réponse au traitement usuel. Ça veut dire AINS, antalgique. Le premier palier, en général, ça donne pas. C'est ça le message qu'on veut passer. Il faut arrêter de traiter les douleurs neuropathiques par excès par les AINS au prix d'effets secondaires mal tolérés, surtout chez la personne âgée multitarée, au lieu de les orienter directement vers un spécialiste qui pourra les prendre en charge. En fait, c'est ça le message qu'on voulait faire passer. Et en deuxième lieu, éviter la chronicisation. Parce que si c'est une douleur neuropathique qui va passer au stade chronique, elle devient maladie avec un retentissement sur la qualité de vie, perturbation de la qualité de sommeil, un syndrome de fatigabilité chronique, on aura les difficultés dans le travail et même sur le plan familial. Donc, le mécanisme lésionnel physiopathologique, vous avez en face de vous donc la cellule nerveuse, l'axone, le dendrite, la cellule nerveuse. Donc, le mécanisme d'action, il peut être divers, soit auto-immun dans le cadre de certaines maladies auto-immunes, parfois c'est inflammatoire, Guillain-Barré, parfois c'est post-traumatique quand parfois une simple écorchure par un objet tranchant, ça peut entraîner une atteinte du médian parce qu'ils sont très, très superficiels. Toxiques, les benzoïques, l'alcool, certaines intoxications professionnelles. On a aussi infectieuse, le Guillain-Barré, qui peut commencer déjà par un syndrome grippal. Métabolique, le diabète, c'est la neuropathie la plus métabolique, la plus fréquente. On peut avoir tout ce qui est syndrome paranéoplasique par compression. D'ailleurs, c'est un des diagnostics différentiels. Et on a tout ce qui est atteinte déficitaire, des vitamines, vitamine B12, vitamine B6. C'est pour ça que lorsqu'on est en face d'une atteinte neurologique, Oui. surtout quand elle vient comme ça en Ah, subaigu ou d'installation à bas bruit, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut penser voilà. à tout ça et éliminer pour pouvoir dire que c'est une douleur neuropathique chronique
sans substratum anatomique, qui reste dans le cadre de la fonctionnalité. Quand il s'agit d'une atteinte aiguë, en Ok. général, on a soit un traumatisme traumatique, infectieux ou parfois paranéoplasique. C'est les trois mécanismes qui sont incriminés dans l'atteinte aiguë. Je vais essayer de faire une vignette clinique pour pouvoir, pour voir déjà ce que vous avez comme connaissance. Donc, Madame B, 60 ans, elle est diabétique de type 2 depuis déjà 15 ans. Elle est qui est mal équilibrée, un diabète qui est mal équilibré avec une gonarthrose bilatérale qui est suivie depuis plusieurs années et qui est déjà sous INS pour sa gonarthrose. Elle rapporte la notion de douleur à la marche avec épisode de blocage au niveau du genou. Elle consulte pour des douleurs des deux pieds évoluant depuis 10 mois. Elle décrit des brûlures, des fourmillements, des décharges électriques qui prédominent la nuit, avec une sensation de pied gonflé, sans œdème, objectif à l'examen clinique. Le paracétamol et l'INS, elle dit qu'ils sont plus efficaces. Selon quels signes cliniques sont évocateurs d'une douleur neuropathique diabétique? Brûlure, paresthésie, allodénie, douleur mécanique à l'effort. Ah oui. Brûlure, paresthésie, oui. ABC, oui. Donc, c'est la brûlure, la paresthésie et l'allodénie. Il faut déjà savoir définir. C'est quoi une douleur neuropathique? C'était le but de cette première question dans ce cas clinique. Donc, les types de la douleur en neuropathie, c'est pas la douleur nociceptive. La douleur nociceptive, comme c'est décrit dans mon cas clinique, c'est la douleur à la marche. C'est déjà une douleur de type mécanique qui est aggravée à l'effort avec épisode de blocage. Le genou qui va se bloquer au cours de l'évolution. La douleur neuropathique, on aura des douleurs périphériques, des douleurs السلام pulsatives. ورحمة الله. شاكرك لاباس La غاية douleur, elle peut بخير. être centrale, c'est la sensation de السلام ورحمة الله. brûlure, la الحمد décharge électrique, لله. c'est une douleur lancinante. بخير. Donc, en غاية termes de بخير. terminologie, on a une الحمد لله. particularité. L'allodénie, ça a été cité dans mon cas clinique. L'allodénie, c'est quoi? C'est des الممرضة douleurs qui هنا sont شنو provoquées خرجتم؟ par une stimulation qui sont non douloureuses. Exemple, si vous allez examiner votre diabétique, juste le fait d'effleurer le dos de son pied va déclencher une douleur. Il va pas sentir le toucher comme intact. Il va le prendre جليلة ما comme جاتش un اليوم؟ stimulus جليلة ما douloureux. جاتش؟ Vous avez votre diagramme en face جبتي de لهم vous, أدواء donc je ne sais pas si vous ثلاثة؟ voyez, en face, c'est le حلت stimulus. Prend la définition. J'ai dit que l'allodénie, c'est des douleurs provoquées par une stimulation qui sont normalement non douloureuses. J'explique. Vous avez votre diabétique en face de vous. Quand vous allez lui demander d'enlever ses chaussettes pour examiner, faire la sensibilité au niveau du pied, le fait déjà d'effleurer ou de mettre votre main sur le dos du pied ou la plante du pied, il va prendre ça comme étant une douleur. C'est l'augmentation du seuil de la douleur ou la perturbation. C'est une sensation douloureuse face à une stimulation indolore. La dysesthésie. La dysesthésie, c'est tout ce qui est sensation anormalement désagréable. Il va vous dire, je sens comme une peau cartonnée, comme une induration, je sens comme des fourmillements. Tout ça, c'est les dysesthésies. L'hyperalgésie, contrairement à l'allodénie, l'hyperalgésie, c'est une stimulation douloureuse, mais la réponse va être exagérée. J'explique. Vous allez, par exemple, mettre un tube à essai contenant de l'eau chaude que vous allez mettre en contact du pied du malade. Il va sursauter, alors que votre pied, votre eau, elle n'est pas brûlante, ce n'est pas une aiguille. Donc, c'est une exagération de la réaction face à une stimulation douloureuse. L'hyperesthésie, c'est une sensation exagérée face à des stimulations somesthésiques. Par exemple, le fait de toucher, quand il va, par exemple, parfois le simple fait de mettre la chaussette va entraîner une sensation désagréable. Alors, les paresthésies, par contre, c'est des sensations désagréables spontanées ou provoquées, contrairement à l'hyperesthésie. Une particularité aussi, la dysesthésie, elle fait partie des paresthésies. Parce que la paresthésie, elle peut être douloureuse ou pas douloureuse, et elle peut être spontanée ou provoquée. La dysesthésie, elle n'est pas douloureuse. C'est une sensation désagréable. Donc ça, concernant la terminologie que j'avais utilisée dans l'élaboration de mon cas clinique. Donc, on continue.
Tout ça, ça va nous envoyer, comme j'ai pris comme exemple la polyneuropathie diabétique, qui est une polyneuropathie, c'est la plus fréquente, c'est une atteinte des fibres nerveuses en général, le diagnostic, il est purement clinique. Le diabétique, il est là en cours d'évolution. Au départ, il va se plaindre de neuropathie. Il va vous dire qu'il y a un changement de la sensation au niveau des pieds, une sensation au niveau du froid, de la chaleur. Parfois, il y a des malades qui viennent consulter chez nous en rééducation. Ils peuvent même pas se chausser. Ils sont toujours avec des sabots, avec des pantoufles, parce que déjà, le simple fait de se chausser avec une chaussure fermée, ça va provoquer cette douleur. Et on est parfois dans des difficultés de prise en charge. À ce stade, en général, il n'y a pas d'intérêt de l'EMG, sauf dans les formes atypiques. Si c'est un malade qui n'est pas connu comme étant diabétique, ou si c'est un malade qui a un changement de cette sensation, parce qu'on a une atteinte des fibres, des grosses fibres plus tardivement. Parce qu'au départ, la neuropathie diabétique, c'est une atteinte des petites fibres. C'est toutes les douleurs qu'on a citées, paresthésie, désesthésie, allodénie. Et par la suite, il peut avoir un changement. Il va vous dire, je ne sens rien. Quand le malade ne sent rien, on arrive au stade de anesthésie ou d'hypoesthésie. Là, il faut tirer pardon, c'est juste arrêter d'écrire, c'est pas moi, c'est Non, même non, avec. non, non. Non, Ah, d'accord. non, arrêtez de le faire. Parce que c'est pas nous. Donc, pas d'intérêt de l'EMG à un stade évolué. Donc, elle doit être différenciée de la polyneuropathie chronique sensitive motrice. C'est la différence. Parce que la polyneuropathie diabétique douloureuse, c'est une atteinte des petites fibres. Et la polyneuropathie chronique sensitive motrice, là, on aura une hypoesthésie, une atteinte de la sensibilité. C'est une atteinte des grosses fibres. C'est pour ça que c'est différent. L'approche, elle n'est pas la même. L'amélioration de l'équilibre, parce que parfois, on demande aux malades, non, il faut... quand on a déjà l'installation de la polyneuropathie diabétique chez des patients qui ne sont pas équilibrés, c'est trop tard, si j'ose dire. Parce que l'équilibre glycémique actuel, on ne va pas avoir une restauration de ce qui a été fait. Supplémentation en B12, c'est pas la même chose. Là, on parle de la diabétique. La B12, c'est la carentielle. Il faut faire déjà le dosage. La différence avec la B12, quand vous êtes à ce stade d'atteinte polyneuropathie périphérique, le simple fait de supplémenter, on pourra avoir une récupération ad intégrante. Je parle de la B12. La diabétique, c'est pas le cas. Si vous allez instaurer une thérapeutique pour essayer d'équilibrer la glycémie, les signes ils vont rester, ils vont pas disparaître, contrairement à à la B12. L'amélioration, donc, il va pas améliorer les douleurs neuropathiques, malheureusement, il va rester douloureux. Il est recommandé d'utiliser l'échelle diagnostique D1-4. On ne va pas utiliser les échelles qu'on a vues tout à l'heure pour pouvoir prescrire le traitement. On va utiliser le D1-4. Il est très facile. Je vous invite pour les gens qui sont dans les urgences de carrément, comme nous, dans notre service, il est sur le mur et tout un chacun pourra l'utiliser. Vous êtes amené à poser carrément, à faire 4 questions ou plutôt 3 questions et une dernière manœuvre. La première question que vous allez poser à votre malade, comment vous pouvez décrire votre douleur? Est-ce une brûlure, sensation de froid douloureux ou des décharges électriques? C'est simple, le malade يقول لك نحس تريسيتي نحس la décharge ونحس البرد في رجليا وفي يديا. En principe, ça commence toujours par les extrémités, les pieds. Le diabétique, c'est le pied, puisqu'on parle de diabétique. Donc, il faut aller direct. Et maintenant, vous allez cocher oui ou non, oui ou non, oui ou non. Si vous avez déjà posé cette question, on va passer à la deuxième question. Cette douleur, est-ce qu'elle est associée dans la même région? J'explique, la même région à un ou plusieurs signes suivants, parce il peut avoir une brûlure électrique au niveau du poignet, par exemple un canal carpien, et il va vous dire j'ai un autre signe au niveau du pied. C'est pas la même chose. Donc, il faut expliquer au patient, il faut l'orienter. Ça veut dire monsieur ou madame, la même zone, il vous parle des pieds. Est-ce que au niveau des pieds, vous avez des fourmillements, tinmel, des picotements, nqis, un engourdissement, ça veut dire les jambes lourdes,
ou des démangeaisons. C'est comme si vous avez envie de vous gratter, sans lésions cutanées. Donc, quand vous allez poser ces questions, kiff, vous cogez. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Après, on passe à la troisième question. La douleur est-elle localisée dans ce territoire? Avec ces deux signes cliniques, vous allez vous-même faire l'hypoesthésie au tact et à la piqûre. Vous allez prendre un coton et vous allez prendre une aiguille. Vous êtes dans votre bureau. Vous allez lui demander de fermer les yeux au niveau du pied, là où il vous a indiqué les signes cliniques. Vous allez faire avec le coton et après avec l'aiguille. Et vous allez voir sa réaction. Elle est diminuée ou pas? Et s'il a une s'il a une anesthésie, c'est bon. S'il a une hypo, comment la différencier par rapport au reste du corps? Vous allez faire, par exemple, là où il a décrit la symptomatologie et faire là où il n'a pas de symptomatologie. Au niveau de la main, au niveau de la cuisse, au niveau de la jambe, au niveau du visage, et voir est-ce qu'il y a une différence ou pas. Maintenant, quand vous allez terminer ces trois questions, vous allez faire la dernière question. La douleur est-elle provoquée par le frottement? Parce que là, on est dans la désesthésie. On n'est plus dans la paresthésie. Le frottement, ça veut dire vous allez carrément prendre la paume de votre main et vous allez frotter le dos du pied ou la plante du pied. Et si ça va provoquer des douleurs ou des démangeaisons ou des paresthésies, vous allez mettre oui ou non. Vous avez votre questionnaire, vous avez répondu aux quatre questions et vous allez compter les oui. 1, 2, 3, 4. Si vous avez un score supérieur ou égal à 4, c'est une douleur neuropathique. Mais je précise, dans la même localisation. N'allez pas me compter une brûlure au niveau du pied avec un picotement au niveau de l'épaule et une hypoesthésie au niveau de la fesse et me dire qu'il a une DN4. J'insiste sur ça. Une douleur neuropathique, la même localisation, un score supérieur ou égal à 4. Si vous avez un score supérieur ou égal à 4, c'est une douleur neuropathique. Il ne faut plus s'acharner à donner les INS et les antalgiques, s'il vous plaît. Au contraire, il faut les arrêter. Je continue mon cas clinique chez cette diabétique qui est venue. Quel est le mode évolutif le plus typique en ce qui concerne la douleur neuropathique selon vous? Douleur aiguë brutale, douleur distale symétrique progressive, douleur inflammatoire matinale avec enraidissement ou douleur proportionnelle à la marche. Ça veut dire une douleur mécanique. Quand il va s'arrêter de marcher, ça va s'arrêter. Qu'est-ce B. que vous en pensez? B. B. Excellent. Très bien. Donc, en général, comme j'ai dit, la polyneuropathie des petites fibres, c'est une douleur des extrémités, volontiers symétrique et à recrudescence progressive. C'est la caractéristique de ce type de douleur. Maintenant, à ce stade, hein, je parle de ce stade, il faut coller à la malade. Quels examens sont pertinents à demander? Bilan glycémique, l'EMG, l'IRM cérébral systématique et le dosage de la vitamine B12 et des folates, on m'a déjà posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends les réponses. A. A, bilan glycémique, A et D. A et A, C et D, D. A, C, D, A. En fait, pour répondre bien en principe, vous pouviez me dire A, B et aucune. D. Aucune des réponses n'est juste. On peut ne rien demander parce qu'aux antécédents, on sait que c'est une diabétique, on sait qu'elle est pas bien suivie, qu'il n'y a pas d'un équilibre glycémique. Et si elle n'a pas de facteur de risque pour une hypovitaminose ou une carence en vitamine B12 et en folate, il n'y a pas d'intérêt. Donc, mais vous pouvez demander un EMG. Vous pouvez demander un EMG pour éliminer d'autres diagnostics, la tête carentielle. Donc, la démarche diagnostique en face d'une polyneuropathie. La démarche, c'est une démarche d'élimination, comme j'ai montré tout à l'heure. Ça veut dire selon le contexte. Mais si vous avez un malade jeune qui vient vous parler de douleurs neuropathiques sans aucun antécédent localisé, même si vous pensez à un canal carpien
ou à une compression au niveau d'un canal de Guillain, au niveau d'un canal métatarsien pour la neuropathie de Morton, ou par exemple un malade qui a été opéré, il vient pour une atteinte SPE parce qu'il était en rotation externe, il y a eu une compression du sciatique poplité externe au niveau des péronées, tout ça, ça peut être des polyneuropathies, hein. Donc, devant toute atteinte des petites fibres, le bilan initial, c'est quoi? Une glycémie à jeun, une numération formule pour voir si on a une anémie mégaloblastique qui peut déjà nous orienter vers un dosage de vitamine B12 parce que c'est très cher. On ne peut pas se permettre de faire un dosage B12 comme ça d'emblée. Il faut déjà commencer par une numération si vous avez déjà une anémie et des signes orientants. Demandez une CRP dans le cadre de, comme j'ai montré tout à l'heure, une atteinte infectieuse, une atteinte inflammatoire, un bilan hépatique, un bilan rénal et une TSH. Donc, le bilan minimum, c'est ça. Maintenant, les autres bilans, sauf si vous avez une étiologie évidente, on peut pousser le diagnostic plus loin. Sinon, c'est le bilan standard. Maintenant, la douleur diabétique, comment elle va se manifester? On a Qu'est-ce quatre qu'on types. demande de CPK et le LDH dans le cas des myosites et des myopathies? Myopathie, bonne question. Myopathie, myosite, il faut avoir un déficit musculaire. Ça veut dire on dépasse la douleur. On n'est plus dans le cadre d'une polyneuropathie sensitive. On est dans le cadre d'une neuropathie sensitivo-motrice. Là, il faut continuer votre examen clinique et faire le testing. Parce que c'est différent. Une atteinte sensitive, elle n'est pas obligatoirement motrice. Quand vous parlez de myositomyopathie, en général, on a un déficit musculaire. Vous faites votre testing, vous lui demandez le testing, vous pouvez faire un testing fonctionnel. Ça veut dire votre malade, vous allez le mettre debout. Par exemple, vous avez lui demandé de se mettre debout monopodal sur un seul membre. Vous allez lui demander de s'accroupir. Mengazini, par exemple, idéalité, vous allez lui demander de surélever les membres supérieurs, genoux fléchis. Vous pouvez lui demander de surélever les membres supérieurs. Si vous doutez d'un déficit musculaire, là, oui. Et encore, je précise, CPK, LDH avant l'EMG, s'il vous plaît. Parce que parfois, on nous envoie des malades avec un compte rendu EMG qui a été fait une semaine, 10 jours. L'EMG, il faut que Le fameux dosage, ça non, fausse. non, le dosage, il faut qu'il précède l'EMG parce que ça fausse l'EMG. Quand vous allez piquer le malade et demander CPK LDH, après l'EMG, c'est faussé parce que l'EMG, vous allez piquer au niveau dinaire. Donc, vous allez avoir systématiquement une petite hausse de ces deux enzymes. Donc, CPK, LDH en cas de déficit musculaire associé et il faut le faire volontiers avant l'EMG, pas après. Sinon, non, il faut attendre jusqu'à un mois ou 2 mois après l'EMG pour pouvoir le faire. Donc, la douleur chez le diabétique, ça, je vous ai donné dans mon cas clinique la douleur la plus typique, une atteinte au niveau des pieds ou là au niveau des mains. Maintenant, il peut s'agir des signes qu'on avait vus tout à l'heure accompagnateurs. On pourra avoir une neuropathie périphérique qui dépasse le pied ou la main, qui peut atteindre les deux membres. Il va vous dire, elle n'est pas en chausse, elle n'est pas juste au niveau des pieds, elle est en chaussette. Ça veut dire, elle atteint les mollets jusqu'aux genoux. Elle peut atteindre les membres supérieurs même au niveau des avant-bras en raclette. Elle peut avoir des signes d'autonomie, ça veut dire une tachycardie, une désurie, une polachyurie, une diarrhée. Il va vous dire que j'ai des maux d'estomac. On peut avoir la sémulation de neuropathie radiculoplastique qui peuvent sémuler des lomboradiculalgies. Il va vous dire j'ai une douleur, vous allez voir, c'est comme si c'était une CPK-LDH. Vous pouvez avoir une mononeuropathie, ça veut dire une atteinte unilatérale, pas une atteinte bilatérale. Donc, on a au départ une augmentation du seuil de la douleur. C'est ça, dans la polyneuropathie diabétique. On va continuer notre vignette clinique. Quel traitement médicamenteux peut être initié en première intention chez cette malade? Paracétamol seuil, premier palier, amitriptyline, duloxétine, gabapentin ou INS.
Donc, elle n'a pas suivi le LDH CPK par rapport à l'EMG. CPK LDH, j'ai répondu à une question. Elle m'avait dit CPK LDH, je lui ai dit non, CPK LDH, sauf si vous suspectez, comme elle avait dit, myopathie ou myosite, en cas d'association à une atteinte, à un déficit musculaire, à une atteinte sensitivo-motrice. D'ailleurs, l'EMG pourra dire qu'il s'agit d'une atteinte sensitive ou sensitivo-motrice. Quel type de douleur est le plus fréquent chez le diabétique atteint de zona? Là, on n'est plus dans le type de douleur, on est dans deux types de douleurs. Parce que en général, c'est la différence. Si c'est un diabétique qui a une douleur, comme je viens de montrer ici, dans le cadre de neuropathie autonome ou mononeuropathie, c'est la totale. Mais si vous allez avoir le zona, c'est une neuropathie localisée, elle est focale. Si c'est un zona qui a survenu au niveau des côtes, même costaud. C'est ça la différence. Donc, revenons à notre question. Paracétamol, donc vous avez répondu B, BD. Donc, en fait, la réponse, vous pouvez donner déjà en première intention à votre stade comme étant généraliste. Il va se plaindre la première fois chez vous, un stade vraiment précoce. Paracétamol seul, vous pouvez soulager par de la duloxétine avec des gabapentines. Mais en général, en tant que généraliste, parce qu'il y aura la détérioration de la qualité de sommeil, vous pouvez prescrire du paracétamol avec de la métriptyline. Il ne faut pas dépasser les 5-7 gouttes. C'est faisable. Quelles précautions sont essentielles quand vous traitez une douleur neuropathique? Débuter à faible dose et titrer progressivement, surveiller la somnolence et les chutes, évaluer la fonction rénale, informer le patient du délai d'efficacité du patient, arrêter le traitement dès la première intention. Oh, oups, j'ai répondu. J'espère que vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les réponses? Les précautions à prendre avant de traiter une douleur neuropathique. BD, il y a un BC, un BCD. A, B, C, D. Donc, en fait, c'est ça. Débuter à faible dose et titrer progressivement. On n'est pas dans l'urgence, comme a dit professeur Amzienne. Parce que c'est une douleur qui va rester. Au contraire, si vous allez sortir toutes vos armes thérapeutiques à forte dose, après, il peut y avoir ce qu'on appelle la résistance à la dégression. Donc, il faut débuter à dose progressive en commençant par la dose la moins euh, toxique possible. Il faut surveiller la somnolence et les chutes parce que déjà, un malade, le diabétique, pourquoi on surveille c'est pour ça que je l'avais mis. Le diabétique, en plus, on parle de polyneuropathie sensitive. Dans la sensibilité, nous avons aussi la sensibilité profonde. Quand on a une altération de la sensibilité superficielle, il y aura une altération de la mise debout et de la charge et de la position et de la marche. Donc, il pourra y avoir un trouble de l'équilibre. C'est pour ça qu'on surveille la somnolence et le risque de chute comme effet secondaire. Donc, préférez de donner tout ce qui est médicament à effet secondaire somnolence la nuit pour avoir la vigilance possible la journée. Il faut évaluer la fonction rénale parce que qui dit diabétique dit altération de la fonction rénale et informer le patient du délai d'efficacité. Il ne faut pas arrêter le traitement dès la première semaine. En général, les traitements, ils ne sont efficaces qu'après 15-20 jours. Donc, et l'objectif du traitement, comme il a dit tout à l'heure professeur Hamzien, c'est pas l'indolence totale. Il faut une réduction. Il faut faire votre évaluation du DN4 et après de V1. Si vous avez une réduction à 30%, c'est bon. Vous avez gagné la moitié de votre débat. Le traitement doit être essayé au minimum 6 semaines à dose maximum. Quand vous avez atteint la réduction de 30%, il faut continuer l'utilisation pendant 6 semaines pour pouvoir dire est-ce que c'est efficace ou pas efficace si vous allez penser à ajouter une autre thérapeutique ou même à envoyer chez un spécialiste. Il faut informer chez les risques de la conduite et de la vigilance. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, en fait, le diagnostic, il est basé sur les symptômes. Le DN4, il est essentiel. Si vous n'avez pas fait le DN4, vous n'êtes pas, même si vous avez un 2 sur 10, un 2 au DN4, ce n'est pas une douleur neuropathique.
2, 3, c'est pas une douleur neuropathique. Il faut avoir minimum 4. Le traitement médicamenteux, toujours antalgique adapté et médicaments ciblant spécifiquement les douleurs neuropathiques. Généralement, c'est les neurotropes. Les traitements non médicamenteux, kinésithérapie, ergothérapie, acupuncture, l'hypnose dernièrement, elle est très utilisée. On a aussi les soins des pieds. Il faut les envoyer vers les soins des pieds. Les thérapies cognitives ou comportementales chez les psychologues, ça peut donner. Les autres traitements, les infiltrations et les blocs nerveux, il en avait parlé, professeur Hamzienne. Les neurostimulations électriques, ça relève de la spécialisation. Il faut surveiller la sensibilité. Toute hyposensibilité ou anesthésie, hypoesthésie ou anesthésie doit renvoyer chez un spécialiste. Il faut rechercher les troubles trophiques pour éviter l'évolution vers les maux perforants plantaires et les pieds diabétiques et les gangrènes. Il faut traiter toutes les plaies et les mauvaises cicatrisations avec une supplémentation vitaminique. Donc, il est recommandé d'utiliser l'algorithme de prescription des traitements des douleurs neuropathiques en fonction de leur efficacité, de leur tolérance. Il ne faut pas augmenter crescendo. Il faut respecter les 4 à 6 semaines. Le recours à un avis spécialiste est recommandé si les posologies d'opioïdes utilisées sont élevées. Vous êtes généraliste aux urgences et tout, mais même si vous n'arrivez pas à stopper ou à réduire de 30%, il faut voir un spécialiste. Maintenant, il y a plusieurs algorithmes qui ont été proposés. Dernièrement, c'est l'algorithme. Vous avez la neuropathie focale et la neuropathie périphérique. La neuropathie focale, c'est le zona. En général, elle est localisée. On commence toujours par la lidocaïne en compresse. Ils l'emmènent en général d'ailleurs. On a les antidépresseurs tricycliques et les anti-épileptiques. Si échec, la Q10A, c'est la capsaïcine. C'est des patchs utilisés sous surveillance. C'est un grand patch que vous pouvez utiliser aux urgences. Nous, j'avais la capsaïcine à 8%. On fait des hospitalisations de jour chez ces patients. On va carrément couper selon la surface que vous pouvez traiter et vous allez l'appliquer. Surveiller le malade pendant 3 heures et vous allez l'enlever et surveiller la surface d'application et le malade pourra avoir une modification et une amélioration qui peut durer parfois jusqu'à 15 voire 20 jours. C'est très efficace. La douleur neuropathique périphérique, comme j'ai dit, antidépresseurs, antiépileptiques, d'abord hormonothérapie. Si ça ne donne pas, vous pouvez utiliser en bithérapie, voire l'association avec l'IRSS. Maintenant, les neuropathiques, les dernières recommandations qui ont été élaborées en 2022, toujours commencer par les thérapies cognitives et comportementales et tout ce qui est psychothérapie. Il faut envoyer vers le psychologue, le psychomotricien. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et même pour les thérapies de groupe. Et vous commencez, comme j'ai dit, en monothérapie, antidépresseurs, antiépileptiques, gabapentine et les opioïdes forts. Le tramadol, les recommandations en matière de douleurs neuropathiques, elles sont de faibles recommandations vu les risques, comme il a dit professeur Hamzienne, il y a le risque de dépendance et même le risque de chute, altération de la vigilance. Donc, il n'est pas très, très bien toléré. Les traitements topiques, les recommandations, elles sont faibles, mais il y a les patchs de haute concentration de capsaïcine. Ils peuvent vous le ramener le malade, mais normalement, il n'est pas en vente libre. Il faut une prescription spécialisée. La toxine botulique, chez nous en MPR, on l'utilise, mais pas dans toutes les maladies. Vraiment, pour les douleurs neuropathiques, chez les paraplégiques, les hémiplégiques, on fait comme la mésothérapie. On m'avait parlé de mésothérapie. On peut utiliser la toxine botulique à faible dose, 10 unités, 20 unités, au niveau des trigger zones, au niveau des points douloureux. Maintenant, les associations thérapeutiques. Les associations thérapeutiques faiblement recommandées. Donc, soit antidépresseur avec antiépileptique, soit antidépresseur avec un morphénique, soit un antiépileptique avec un morphénique. Et une fois que vous avez atteint la dose cible, vous pouvez diminuer. Maintenant, les autres, j'insiste sur la psychothérapie, thérapie TCC, thérapie en pleine conscience. Et chez la personne âgée, c'est des thérapies de pleine conscience. Ça veut dire que c'est tout ce qui est relaxation, comme elle a parlé Belabessi tout à l'heure. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.